La Côte d'Ivoire représente à ce jour près de 50% des activités économiques et industrielles de l'UEMOA et ambitionne de renforcer son leadership économique. À cet effet, le pays vient de mettre en route son processus de libéralisation de l'espace audiovisuel. Dans le même temps, plusieurs dizaines de chaînes internationales sont reçues dans plusieurs pays africains par voie satellitaire. De la production à la distribution, comment ont évolué les métiers et activités liées à la télévision en Afrique? C'est autour de cette réflexion que nous allons échanger dans ce numéro de Plateau d'affaires et c'est sur Business 24 Africa. Bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver et je reçois sur ce plateau M. Kifolo Kamara Benjamin, qui est consultant international en audiovisuel. Alors, M. Kifolo, certains pays découvrent le marché de la télévision avec l'ouverture progressive de leur espace. Je vais dire, qu'est-ce qui se cache derrière une télévision? Bien, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir pour moi d'échanger, de parler de ce qui a fait ma carrière près de 29 ans. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, je suis expert en audiovisuel, ingénieur de médias, 29 ans de carrière à la RTI, aujourd'hui consultant à mes pauvres frais. Je consulte auprès des chaînes de télé, auprès des personnes qui veulent monter leur télévision. Je coach les personnes de ressources. Derrière une télévision, vous avez des hommes. C'est vrai qu'une télé, c'est d'abord du matériel. Une télévision, il faut des caméras, il faut des microphones. Il faut de la lumière, il faut des studios, il faut des salles de montage. Mais tout cet ensemble d'équipements n'a pas de valeur s'il n'y a pas de personnes de ressources derrière. Donc les métiers sont le métier du réalisateur, le métier du caméraman, le métier du preneur de son, le métier d'éclairagiste, le métier du producteur, le métier de programmeur, celui qui programme, on dira, les contenus sur une chaîne de télé. Donc tout cet ensemble-là, on travaille sous l'égide d'une direction générale afin d'atteindre l'objectif de la chaîne. Donc on distingue des chaînes généralistes, des chaînes thématiques, et on dira des chaînes à vocation internationale, des chaînes à vocation nationale. Mais tout cet ensemble-là, aujourd'hui, est confronté à l'avènement du numérique. Donc forcément, ça a un impact sur les corps de métier, puisque la manière de travailler va forcément changer. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont être confortés, il y a des métiers qui vont être reboostés. Il y a une approche différente à faire vis-à-vis du public, qui aujourd'hui n'a pas seulement accès qu'à une seule chaîne, comme par le passé, aujourd'hui accès à des multitudes de chaînes. Et aujourd'hui, les supports aussi ont varié. À l'époque, c'était juste sur notre écran de télé. Aujourd'hui, avec l'évolution numérique, on peut recevoir la télé sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. Donc, je dirais tous ces éléments font en sorte que les corps de métier, je dirais, sont influencés et forcément ont une mutation qui s'est faite depuis près de 15 ans et qui est en train de se conforter et donc on doit s'adapter. Ou bien mourir, quoi, voilà. Alors, vous avez été dans plusieurs pays africains dont je ne citerai pas en fait les noms ici parce qu'on connaît votre expertise dans le domaine. Est-ce que le pas, ce mouvement est suivi dans presque tous les pays africains qui sont encore, je dirais, assujettis à la chaîne nationale classique? Bon, je dirais que, quand on prend le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous sommes... on pourra dire en retard parce que l'ouverture de la chaîne de télévision ne s'est pas encore faite. Elle est en train de se faire. Il y a des pays comme le Bénin, le Togo, je n'en citerai pas, il y a encore pas mal, qui ont déjà amorcé leur ouverture du paysage. Donc je dirais que ce n'est pas une course. Chacun va à son rythme et en fonction de son cadre. Mais il est bon de comprendre que l'ouverture d'un pays à plusieurs chaînes booste, je dirais, l'économie culturelle. L'économie de la télévision, puisque à part la chaîne publique est une chaîne à appui
étatique et appui d'une convention que l'État fait avec soit la facture du courant ou bien d'une subvention que l'État apporte à la chaîne publique, une chaîne privée, c'est du business. Donc ouvrir, je dirais, l'espace à des entrepreneurs, à des hommes de la télévision, à ceux qui sont passionnés par la télévision, je dirais que c'est ouvrir l'espace à des entrepreneurs et ça fait booster l'économie de ce secteur-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le numérique, c'est un secteur qui est en forte croissance. Donc je dirais que chaque pays va à son rythme, mais il y a une donne internationale qui s'impose aux pays africains, puisque la technologie analogique est abandonnée sur tous les continents, sauf le continent africain qui est encore en reste. Donc l'UIT, qui est l'organisme international des télécoms, en accord avec les pays membres, a arrêté qu'en Afrique, on doit éteindre tous nos émetteurs analogiques à l'année 2020, qui est le dernier pas auquel les pays africains doivent se mettre à jour en dotant pour eux la diffusion numérique. Donc aujourd'hui on parle de la TNT. Donc je dirais que chaque pays va à son rythme. Les pays qui ont déjà fait le basculement, il y a certains qui existent, certains sont en train de se séparer. Mais je dirais qu'il y a d'abord le cadre réglementaire à faire. Pourquoi ? Parce que la technologie analogique a ses contraintes qui ne sont pas, je dirais, les mêmes que quand on est en technologie numérique. Avec un émetteur analogique, vous émettez qu'une seule chaîne de télé. En technologie numérique, avec un seul émetteur, une seule fréquence, vous pouvez émettre un bouquet de 20 chaînes. Donc je dirais que l'approche est carrément différente. Quand on était en technologie analogique, la chaîne de télé devait avoir ses propres émetteurs, son propre réseau d'émetteurs pour atteindre le public. Or, quand on est en technologie numérique, il faut avoir un opérateur qui va faire ce qu'on appelle le multiplexage des chaînes qui vont être agrégées par l'autorité de régulation, comme ici la ACA. Donc je dirais que l'approche est quand même différente. Donc tant que le cadre réglementaire n'est pas bien peaufiné, qu'il n'y a pas, je dirais, une plateforme d'échange, de sérénité, où ceux qui vont investir vont se sentir en confiance et que l'environnement n'est pas bien tamisé, c'est pas évident que des personnes puissent venir investir. Donc je pense que l'un dans l'autre, les deux vont de pair. C'est vrai qu'on ne peut pas se dire, puisqu'on est en numérique, on s'engage, il faut forcément créer un cadre. Et il faut aussi faire comprendre que c'est un domaine dans lequel le business, il joue vraiment son rôle. Voilà. On ne fait pas une télévision pour faire une télévision, on fait une télévision parce que quelque part, on veut, à la fin de cette démarche-là, gagner des revenus. Alors, vous avez abordé la question et justement, je vais vous reposer la question. Oui. Je vais dire, contrairement aux chaînes publiques, quelle est la vocation des chaînes privées? Le profit, le business, la formation? Ben, je dirais une chaîne publique, une chaîne privée, c'est comme une usine qui fabrique des savons. Une chaîne privée en télé, comme une chaîne privée en radio, la finalité, c'est du fait du profit. C'est une entreprise privée. Et maintenant, ce qui est différent par rapport à une entreprise qui fait du savon ou bien qui fabrique de l'huile, c'est que c'est pas palpable. C'est un produit qui est visible sur des écrans de télé. C'est des contenus audiovisuels, c'est de l'information qu'on donne, et c'est des programmes de divertissement, c'est des programmes de débat. Donc je dirais que toute cette cuisine qui est faite dans la programmation de la chaîne va attirer de l'audience, et cette audience-là va permettre à des annonceurs de pouvoir mettre des spots de leurs clients sur ces programmes-là pour permettre à ces entreprises de pouvoir communiquer et puis de booster leurs produits et leurs services. Donc en échange que des personnes qui regardent vont pouvoir aussi choisir leurs produits. Donc cela se vend. On dira que les spots publicitaires sur les écrans de télé ont un coût de diffusion, etc. Donc c'est en fonction de l'audience de la chaîne. Donc je dirais qu'en gros, quand on voit une chaîne privée, ce n'est pas vraiment pour remplir l'écran, mais parce que je pense que ceux qui sont les entrepreneurs de ces chaînes-là ont derrière eux de faire du business. Et je pense qu'on ne peut pas dire que les deux ne peuvent pas se faire l'un dans l'autre. C'est vrai que c'est de la culture, c'est du divertissement, mais il y a du business qui se fait carrément derrière. Alors, est-ce que vous pensez que dans certains pays africains, je prends l'espace francophone, les conditions sont créées pour favoriser l'éclosion et l'épanouissement de chaînes privées? Bon, d'abord, ce que je dirais, c'est vrai que souvent, les corps de métier de la télé et de la radio ne sont pas bien connus
et souvent sont même, je dirais, un peu mal appréhendés. On pense qu'on fait de la télévision mais de la radio quand on a échoué ailleurs. Alors que c'est des métiers qui reposent sur des cadres de formation pour lesquels il faut avoir, je dirais, une formation rigoureuse, efficace pour être compétent dans une entreprise. Donc je ne vois pas une entreprise privée qui va investir de l'argent et recruter du personnel qui n'est pas apte à pouvoir atteindre les objectifs. Donc, d'abord, il faut renforcer, je pense, les filières de formation. Il faut permettre aux jeunes qui sont intéressés par ces corps de métier, mais par ces entreprises dans le domaine de la communication, je dirais des chaînes de radio, de télé, et aujourd'hui, on dira sur le web, à se former. Donc, il faut renforcer le cadre de formation. Deuxième élément qui est important, quand on fait du business, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur, la propriété. Donc ici, on a l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, puisque c'est les œuvres de l'esprit, il faut pouvoir les protéger. Et je pense qu'il faut créer le cadre de telle manière que les produits conçus dans ce secteur-là soient protégés. De telle manière que lorsque je conçois une émission, que je suis le détenteur de cette émission en tant que concepteur, mes droits soient préservés. Donc le cadre réglementaire est important, puisque quand on va avoir plusieurs chaînes, il ne faut pas qu'il y ait de la piraterie, qu'il y ait, je dirais, de la copie illégale, diffusion illégale de programmes de contenu. Je pense qu'il faut pouvoir respecter ces normes-là. Aujourd'hui, on ne passe pas un film en DVD sur chaîne de télé comme ça. Quand on passe un film, il faut pouvoir avoir le droit de diffuser ce film-là. Donc je pense que ces deux éléments sont des éléments assez importants. Le troisième élément, c'est de pouvoir créer, je pense, le cadre économique. Là, par exemple, je parlais de la technologie numérique. Il faut bien qu'il y ait des opérateurs de diffusion de ces chaînes. La preuve aujourd'hui, les licences qui vont être, je pense, attribuées après l'appel d'offres, ce sont des licences d'édition. On ne dit plus chaîne en tant que telle, ce seront des éditeurs de contenu. Et ces différents éditeurs de contenu qui vont être retenus vont s'adresser à un opérateur de multiplexage pour diffuser leur contenu. Après un accord, parce que c'est cet opérateur, je dirais, l'accord de l'État pour installer des émetteurs numériques et reprendre ces chaînes qui sont autorisées sur le territoire national. Là, je parle des chaînes terrestres. Hein, voilà. Parce qu'en gros, donc, je dirais que ces trois paramètres sont assez importants. Je ne peux pas confier mon programme à diffuser à un partenaire si je ne suis pas sûr que celui qui va me recevoir le reçoive correctement, sans déformation et sans qualité. Étant donné que je suis une entreprise privée, je veux bien que quelque part mes produits soient de qualité et que celui qui me regarde soit satisfait de ce qu'il regarde. Donc je dirais qu'il y a ces trois conditions d'être réunies. La formation, le cadre réglementaire et puis la capacité de l'opérateur à faire de la TNT sont vraiment de mise. De telle manière que celui qui diffuse son contenu n'est pas se soucier pour dire l'émetteur est en panne, dans telle région on ne me reçoit pas. Je pense que c'est des éléments qu'on ne doit plus vivre. Voilà. Voici un peu en gros ce que moi je peux conseiller, ce que j'ai vu et que je constate, ce qui s'est passé dans les pays développés et dans les pays émergents. Je pense qu'on peut répliquer ça ici. Est-ce qu'il y a une opportunité pour les acteurs de l'audiovisuel d'aborder ce genre de réflexion-là autour d'un cadre? Oui, parce que je pense que quand on regarde en réalité, les personnes pensent que, après on parle de libéralisation, on pense que tout le monde doit avoir forcément sa propre chaîne. Donc on se dit, il n'y a que le business d'être une chaîne de télé, une chaîne de radio. Mais non, une chaîne de télé, je dirais, c'est un canal. Ce canal diffuse des programmes. Nulle part au monde, on verra une chaîne de télé qui conçoit son programme à 100%. On a 24 heures dans la journée. Il est évident qu'en dehors des programmes propres de la chaîne, il y a des programmes que la chaîne va pouvoir acquérir. Donc autour, je dirais, de l'explosion des chaînes, autour du numérique, il y a du business qui se fait. Donc, je pense que créer un cadre, un forum pour échanger, pour voir les opportunités que offre l'ouverture du paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire avec la TNT, avec l'émergence des satellites, la diffusion par satellite. Aujourd'hui, on ne cherche plus à seulement couvrir son pays, on veut atteindre d'autres pays, en fait, d'autres zones de couverture, etc. Donc, je dirais qu'il y a une opportunité à faire des réflexions de telle manière que celui qui investit voit un peu les opportunités qui s'offrent à lui pour qu'il puisse
apprécier sa démarche, parce qu'on ne peut pas investir pour investir, ou bien investir pour perdre. On investit parce qu'on veut gagner de l'argent. Et je pense que si on fait ce cadre de réflexion où on peut échanger entre nos spécialistes et entre ceux qui ont déjà mis en pratique cette technique avec ces plateformes qui s'offrent à nous, je pense que chacun peut tirer profit de ces opportunités. Est-ce que vous pensez que les GMTV, le premier forum de l'audiovisuel et du numérique, peut répondre aux attentes des acteurs de l'audiovisuel et qui se posent toutes ces questions? Non, je pense que on peut atteindre, je pense que l'objectif, j'en parle parce que d'abord je suis le président du comité scientifique des GMT, sinon je n'aurais pas donné mon accord pour l'être. Et secondo, je pense qu'à la fin de cette première édition, c'est ceux qui vont venir participer qui auront un peu le résultat. Mais je pense qu'il est important que dans un pays qui déjà a une place prépondérante en termes d'économie sur la sous-région, qu'il y ait aussi cette éclosion où on puisse échanger sur l'importance de tout ce qui est culture, industrie culturelle. Quand je parle d'industrie culturelle, je parle de tout ce qui est industrie musicale, industrie audiovisuelle, industrie cinématographique, industrie télévisuelle. Parce que tout cela ne peut pas se faire. Il y a des diffuseurs, mais il faut qu'il y ait aussi des fabricants de contenu. Et donc, il y a des opportunités. Là, pour aujourd'hui, vous avez des plateformes de diffusion de contenu comme Iroko, plus qui a signé un partenaire avec le groupe Canal+. À partir de votre smartphone, vous pouvez vous abonner à 1000 francs CFA. Ça, c'est pas de la pub que je fais, mais je parle un peu d'une réalité. À l'époque, c'était une vue d'esprit. On dit non, ça c'est dans les pays développés, mais ça se fait aujourd'hui sur le continent africain. Il y a des jeunes entrepreneurs, comme celui de la société Iroko, qui vous offrent des films que vous pouvez regarder de manière illimitée avec un abonnement d'une somme accessible. Il y a aussi AfroStream. Donc, il y a pas mal comme ça d'opportunités qui s'offrent, que je pense qu'en créant un cadre où on peut échanger, cela permettrait aux uns aux autres de savoir que l'écran est l'élément sur lequel nous tablons tous, mais derrière l'écran, il y a du business. Dans toute la chaîne, il y a du business. Il y a la diffusion de contenu, il y a le partage de contenu, il y a des plateformes sur Internet de contenu qu'on peut recevoir, qu'on peut vendre, qu'on peut mettre en place. Il y a ce qu'on appelle la vente de l'audience d'une chaîne de télé, il y a la vente des contenus, il y a, je dirais, l'interactivité. Parce que la télévision en tant que telle, quand ça a été conçu par les inventeurs, c'est un média à sens unique. Vous avez, je dirais, une tête de réseau qui émet un contenu, vous le recevez, vous n'avez pas de possibilité de réagir. Ça, c'est comme ça que la télé a été conçue. Aujourd'hui, avec l'avènement des TIC, avec les smartphones, avec le web, l'Internet, on crée des programmes avec les réseaux sociaux où, quelque part, quand je reçois un programme de télé, je peux réagir en disant je l'aime, je l'aime pas, voici ma question. Donc, je pense que l'interactivité aujourd'hui se fait sur ce média-là. Et donc, c'est possible de booster cette activité. Avec tout cela, je pense qu'il y a vraiment... je ne dis pas que l'argent est dans le but, mais il y a des opportunités qui s'offrent à ceux qui vont investir dans ce domaine-là. Donc, en échangeant, on verrait les meilleures opportunités. Et puis, comme on dit, c'est dans l'échange qu'on bâtit le futur. On verrait quelles sont les possibilités qui s'offrent, qui sont les mieux adaptées, je dirais, au continent africain. Alors, M. Kifolo, nous sommes au terme de cette émission. Quel message avez-vous à lancer à ceux qui viendront de l'extérieur pour participer à cette rencontre, la première édition des GMTV Bigon? Bon, je dirais d'abord, je félicite l'initiateur, c'est le PDG de Mutuconsult, qui est aussi, je dirais, le concepteur propriétaire des contenus de la chaîne Business 24. Parce que avoir cette idée-là, c'est d'abord, je dirais, un encouragement. C'est pas évident d'être dans ce secteur et de poser un peu les bases d'un forum de réflexion. Et je pense que l'appel que je peux lancer, c'est que tous les professionnels, tous ceux qui sont passionnés du domaine de la télévision et des services dérivés, et tous ceux qui sont dans le secteur des TIC, du web, je pense que c'est un forum où nous sommes tous conviés à venir partager nos expériences, nos appréhensions, et je pense aussi nos désirs et nos souhaits. Parce que le numérique, qu'on veut pas, est là. Le numérique en tant que tel, c'est vrai, apporte des modifications, mais a aussi son côté, je dirais, négatif. Il y a des métiers qui disparaissent. Aujourd'hui, vous prenez le métier d'éclairagiste,
C'est un métier qui est pas pratiqué de manière individuelle. On trouve que le déclarage dans les studios, mais quand on va en reportage aujourd'hui, c'est incorporé à l'activité du journaliste. Aujourd'hui, on trouve le métier du journaliste reporter d'image, le JRI, qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe de reportage est réduite à une seule personne. À l'époque, c'était un caméraman, un preneur de son, un éclairagiste et puis un journaliste et puis un chauffeur. Aujourd'hui, le journaliste sait conduire, lui seul fait l'équipe de reportage. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, sur la place du reportage, le journaliste avec, sa tablette, il peut déjà éditer le premier montage de son reportage et l'envoyer par Internet à sa base. Donc, je dirais que les outils ont évolué. Donc l'impact est fort. Est-ce par souci de qualité ou oui, par souci de qualité. Oui, fait du profit. Non, si les chercheurs ont opté pour le numérique, c'est par souci de qualité. La preuve, quand vous voyez une image numérique, elle n'a rien à voir avec une image analogique. Donc c'est parce que la qualité y est. Et aujourd'hui, on se rend compte que le public qui consomme les contenus et qui cherche à se divertir réclame la qualité. Donc on dira la définition la plus simple, la qualité, c'est ce que veut le consommateur. Donc, tant que le consommateur souhaite avoir un programme de telle qualité, mais je pense que ceux qui conçoivent ces programmes, ceux qui sont des chaînes, ont le devoir d'aller dans ce sens-là. Parce que si un programme n'est pas de qualité, qui n'est pas apprécié, ça ne sert à rien de le diffuser, bien de le produire, parce que vous n'aurez pas l'audience l'audience à laquelle vous devez vous attendre. Donc je pense que c'est pas par souci de profit, c'est parce que je pense à un moment donné, dans toute activité, il faut rechercher la qualité. Et je pense que le numérique vient permettre aux chaînes de télé, aux chaînes de radio, tous ceux qui produisent des contenus sur le net, de tendre vers la qualité. Là, aujourd'hui, on parle d'image HD. Il y a pas de 20 ans, on ne parlait pas d'image HD. On parle d'image aujourd'hui haute définition. Aujourd'hui, le futur proche, en Europe, ils sont déjà en 4K, qui est encore 2 fois la HD. Et dans un futur encore plus lointain, on parle de la 8K. Donc, je dis qu'il y a cette course vers la qualité parce qu'on se rend compte que le public en demande plus. Voilà. Et ça pousse les opérateurs du secteur à investir plus, à augmenter, je dirais, leur capacité de production, à aller vers ce que le public veut. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend Internet, la demande est forte. Tout le monde veut, la demande en film vidéo, bien en vidéo en ligne, est forte. Tout le monde veut regarder un film sur son smartphone, ça demande un débit. Donc les sociétés qui offrent les fournisseurs d'accès à Internet doivent augmenter leur capacité en termes de débit pour permettre à ceux qui veulent consommer la vidéo des films en ligne de pouvoir, être satisfait. Parce que ça ne sert à rien de regarder un film où à chaque seconde, il y a une coupure. Donc aujourd'hui, on veut avoir une fluidité, une connectivité sans faille. Donc je pense que ça ne répond pas beaucoup à un souci de faire du profit. C'est un souci vraiment de tendre vers la qualité. Et ça, c'est la première donne. La deuxième donne, c'est que le numérique facilite, la création. Or, on est dans un secteur de création. Si je dois fabriquer un film et mettre 10 ans pour le fabriquer, je pense que je serai découragé. Donc si j'ai la capacité de produire un film qu'à l'époque je faisais 10 ans pour le produire, je peux le produire en un mois, mais tout le monde y irait parce que la création, c'est la base, je pense, de cette activité-là. Et donc, tant qu'on peut faciliter la création, je pense que nous avons beaucoup à voir. La preuve, le continent africain est un continent qui est très riche. Je pense en langue locale, en culture et en paysage, donc que les gens ont soif de voir. Et je pense que la vidéo, la télévision, est le secteur qui permet de mieux rendre cela sans qu'on se déplace. Et donc je pense que les chaînes ont intérêt à produire des contenus de proximité pour que le public qui regarde ces contenus-là se sente concerné. Et il y a vraiment de la matière à faire. Et je pense que le numérique vient permettre aux créateurs, aux réalisateurs, aux producteurs de pouvoir combler ce vide-là. Alors, toutes ces questions seront abordées et approfondies dans le cadre de la première édition du Forum de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique qui se tienne à Abidjan. Nous étions avec M. Kifolo Benjamin, consultant spécialiste en audiovisuel. Nous avons été très heureux de passer ces moments à votre compagnie. Merci de rester fidèle au programme de Business 24 Africa.